on va pas se mentir, si vous avez fait une grosse bêtise, vous avez des chances de finir en tôle. Mais pas dans n'importe laquelle. Eh oui, mes chers peacock bass, aujourd'hui, on va faire un petit tour derrière les barres. Mais surtout, on jette notre dévolu sur les pires prisons du monde. Rien que ça. Après, quand je dis on, je parle bien entendu surtout de quelqu'un en particulier, quoi. Quelqu'un qui a fait des conneries, quoi. Mais Gustave sera pas le seul, il y a aussi Balthazar. Alors il y a quelques temps avec Gustave, on avait vu ce que ça faisait de passer sa vie en prison. Mais il était question d'une prison française, et globalement avec des bonnes conditions, quoi. Mais là on change complètement d'ambiance car on va avoir droit à des conditions absolument atroces qui flirtent honnêtement avec l'inhumain. Et pour ça on va envoyer nos deux Gugus en Amérique, fixés dans l'avion. Bref, pour tuer le temps dans l'avion, Gustave et Balthazar veulent regarder un film, mais rien ne leur plaît. Ils essayent de rêvasser tous les deux, mais ils n'arrivent pas à s'endormir, c'est chiant. Et à un moment, ils se disent, tiens, et si on jouait aux cartes? Sauf que le jeu de cartes est dans la valise qui est dans la soute. Et là, donc, comme ils ont rien, eh bien, ils sortent leur téléphone et ils se mettent à jouer à un jeu. Et ce jeu, c'est pas n'importe lequel, c'est Dice Dream, qui est en même temps le sponsor de la vidéo. Le monde est quand même vachement bien fait, quoi, quand même. Et Dice Dream, bah, c'est un jeu qui se joue avec des dés, les dés virtuels. Et dedans, il y a une mécanique qui permet de voler des pièces, de construire un incroyable royaume au fur et à mesure de son aventure. Vous allez pouvoir piller d'autres plateaux, remplir votre tirelire, dans le but, à la fin, de pouvoir la casser pour récupérer encore plus de dés. Il y a pas mal de défis dedans, vous allez pouvoir collecter pas mal de cartes aussi. Bref, si vous aimez les jeux de stratégie, vous pourrez kiffer ça. Comme Gustave et Balthazar qui ont l'air de s'éclater. Et grâce à Dice Dreams, on va vous faire gagner pas mal de lots sympathiques, en commençant déjà par ces AirPods, mais aussi un livre dédicacé du Médaillon d'Orion, donc le bouquin que j'avais écrit, et une figurine exclusive de Gustave. Eh ouais, Gugus. Ah bah super, même moi j'en ai pas reçu. Ouais, fais pas ton égoïste. On fait comment pour participer, Chris? C'est simple, vous téléchargez le jeu gratuitement en passant par le lien en description. C'est très important et vous pouvez aussi passer par le QR code qui est ici. Ensuite, vous avez juste à prendre le jeu en main et à passer jusqu'au niveau 5. C'est très rapide et agréable, vous verrez. Et en parallèle, mettez un commentaire sous la vidéo en disant que c'est fait. Bref, on tirera à la fin du mois le gagnant qui sera contacté pour être sûr qu'il remplit bien les conditions. Et au-delà du jeu concours, c'est important pour la chaîne YouTube parce que on est rémunéré que si vous atteignez le niveau 5. Et enfin, nos deux compères arrivent. Alors Gustave, lui, il est arrivé au Colorado et Balthazar en Amérique du Sud. À quoi vont ressembler leurs quotidiens respectifs? Quels sont les dangers physiques et psychologiques qui les attendent? Et d'ailleurs, à quel point ces deux prisons de l'extrême sont différentes de la France, que ce soit la Colombie ou les États-Unis. En vous posant la question en sondage, vous pensez majoritairement que la Colombie est le pire. On verra ça. C'est l'heure du jugement. Être emprisonné en Colombie vs aux États-Unis, c'est quoi le pire? Bien, on entame directement avec le professeur là, et donc vous voyez que Balthazar se balade à Bogota, où il se fait arrêter par la police. Bogota, c'est la capitale de la Colombie. Bon, comme c'est arrivé à un Français dont on parlera plus tard dans la vidéo, ça arrive de se faire fouiller. Et donc là, les officiers le fouillent, ils regardent son sac dans lequel ils trouvent 5 kilos de farine. Comment ça, mon ref? Sauf que le petit problème, c'est que Balthazar n'a aucune idée de ce que ça fout là. Ça sent pas bon, et dans la foulée, il est embarqué. Ce Français, vous imaginez bien, il est tombé des nues quand il a vu ça, et Balthazar, c'est la même chose. Là, il est en route pour la Modelo, qui est la prison principale de la capitale. Et là, alors qu'il arrive sur place, il entend des coups de feu à l'intérieur de la prison, et là, il se dit, mais où est-ce que je viens de débarquer, quoi? Les gardiens tirent dans le tas ou quoi, monsieur Comte? Alors non, Ulysse, c'est pas vraiment ça, mais on y reviendra plus tard. Et là, après avoir été fouillé minutieusement, Balthazar va être jeté dans une espèce de jungle, quoi. Et rapidement, il tombe sur un groupe de détenus qui sont armés. Ils sont bien en prison, on est d'accord. Et là, il se rend compte qu'il a affaire à des trafiquants de drogue qui pullulent dans cette prison. Ils vont lui proposer une sorte de cellule pour dormir. Alors là, le prof, vous voyez, il est quand même inquiet, mais plutôt content, car il a vu lors de son arrivée que les détenus dormaient à même le sol, parfois même dehors. Des bidonvilles se sont créés un peu partout. En général, une cabane abrite 5 ou 6 prisonniers. Ça paraît un peu trop beau, non? Eh bien ouais, parce que en vrai, le prof, il va devoir payer pour cette place, pour avoir le droit de dormir sur un lit, quoi. Et la place, elle est entre 1000 et 2000 euros. Ça fait cher l'hôtel quand même. Mais bon, du coup, il va le faire parce qu'il a pas envie de se mettre ces types-là à dos, et en même temps, il veut quand même dormir dans des conditions, on va dire, décentes. Et il a quand même, on va dire, un peu de chance parce qu'il peut se balader dans cette vaste prison. Il a une certaine liberté de mouvement, quoi. Et il va voir qu'il y a certains dortoirs qui sont bondés. Mais il y a aussi des gens qui dorment dans une espèce de tunnel de 100 mètres de long où il n'y a pas d'air et chaque couchette là-dedans fait 2 mètres carrés. Mais il y a pas de porte dans cette prison? Et du coup, non, en fait, il y a quelques portes principales pour pas se barrer de la prison, mais grosso modo, dedans, c'est une sorte de petite ville dans laquelle tu circules assez librement, tu vois. Bref, les conditions sont quand même insalubres, le danger est clairement palpable, et pour l'instant, le fait d'être un Européen, avec quelques moyens, ça semble lui rendre service à Balthazar. Bref, les premiers jours passent, et on ne lui fournit qu'un seul repas par jour, dans une cantine qui n'en a que le nom, quoi. Il va continuer à prendre ses marques, et quant à nous, on va voir ce qui se passe avec Gustave. Alors Gustave, de son côté, il atterrit dans la prison de Florence, dans le Colorado. Je vous la situe quand même, par rapport aux États-Unis, c'est juste là, quoi. Alors pour vous donner un petit contexte historique, faut savoir que l'ADX Florence, c'est une prison quand même assez récente, 94. Et avec le temps, c'est devenu la prison la plus sûre
des États-Unis, mais la pire pour les détenus. Vous allez comprendre. En gros, il y a les plus grands criminels du monde là-bas? Certains des plus grands, ouais, avec en tête un nom qui vous parlera peut-être, celui de Joaquín Guzmán, plus connu sous le nom de El Chapo. Et là, c'est donc dans cette prison que notre pauvre Gustave arrive. Et pour un souci de confidentialité, on ne va pas vous dire de quoi il est accusé. Alright then, keep your secrets. Mais s'il a obtenu une place ici, faut imaginer que c'est quand même très très grave. Très clairement, pour finir dans cette prison, faut vraiment être le pire du pire, quoi. Assassin, terroriste et compagnie. En tout cas, après qu'on lui ait fait une fouille au corps pour lui aspirer toute l'estime de lui qui lui reste, Gustave est directement mis à l'isolement, parce que ça marche comme ça ici. Donc voilà, l'isolement, c'est qu'on le met dans une toute petite cellule, là, de 7 mètres carrés, et qui ressemble à celle-là. Le lit est en pierre, le bureau est en pierre, il y a une petite cabine de douche, des chiottes, bref, le petit strict minimum, c'est un petit studio parisien très sympa, quoi. Là, vous voyez le modèle en 3D, ça ressemble à ça. Bon, honnêtement, il y a pire, je veux dire, ça va pour l'instant. Et Gustave va manger ici tout seul. Il mange pas avec les autres comme le prof? Même si c'est dans une cantine nulle? Eh bien, pas du tout. Il va d'ailleurs pas faire grand-chose. Car là, Gustave s'apprête à passer 22 à 23 heures par jour dans cette toute petite pièce. Et les rares fois où il va pouvoir sortir, il sera complètement enchaîné pour limiter tout risque. Sachant qu'un garde pointe en permanence un fusil d'assaut sur lui. Vraiment, Gustave, il y a des choses qu'il a faites de pas bien, quoi. La prison est agencée comme une sorte de labyrinthe pour faire perdre un peu les repères, le sens de l'orientation. Et le tout est dans un silence glaçant. Il peut parler à personne? Non, pas du tout. S'il a des réclamations ou des demandes, ça passe par écrit. Oh non, il n'y a pas de télé pour l'instant. Pas de courrier, pas de coup de fil, pas de visite non plus, rien. En fait, pour gagner ce genre de privilège, il va falloir que tu aies un comportement exemplaire. Donc bon, on a deux ambiances totalement différentes et clairement hostiles, mais ce n'est que le début du cauchemar. Vous allez voir petit à petit lequel sera le pire des deux. Alors revenons en Colombie avec Balthazar, et là le temps passe et lui il commence à prendre ses marques, dans une peur constante quand même. Parce que c'est un peu bizarre, mais les armes, elles sont détenues par les détenus. C'est le même mot et pas le même sens. Parce que la plupart du temps, les gardiens qui sont au contact des prisonniers, ils n'ont que des matraques. Ils sont moins armés que les détenus, quoi. Faut quand même savoir qu'on a à peu près 150 gardiens pour 5000 détenus. Alors que normalement le nombre de places maximales c'est 2 fois moins, quoi. C'est un peu de la surpopulation, quoi. Et donc en gros, un gardien doit veiller sur 33 détenus. Donc bon, très clairement, les gardiens ils veulent pas trop se mouiller et donc ils sont pas trop au contact. Mais y a que des prisonniers dangereux là-bas ou quoi? Je peux lui expliquer, Chris? Je me suis renseignée sur le sujet. Vas-y Ariane, raconte. Déjà, faut savoir que depuis plus de 50 ans, la Colombie est la première exportatrice de votre fameuse farine et il y a un taux d'homicide 5 fois plus élevé qu'aux USA. Donc, il y a beaucoup de personnes dangereuses. Des voleurs, des trafiquants, des assassins, des terroristes, et il y a de tout. T'as l'air bien documenté Ariane. J'ai pas fini. Ce qui rend ça dangereux, c'est qu'il y a des guerrieros d'extrême gauche et des miliciens d'extrême droite qui n'ont rien en commun. Et au milieu de tout ça, il y a environ 80-90% de détenus de droit commun, comme le prof, et qui n'ont rien demandé et qui subissent cette pression constante. Merci Ariane, c'était vraiment vachement intéressant. Vraiment, c'était ouf. Bon, vous voyez, le professeur, là, traumatisé, vient d'assister à un règlement de compte et un détenu, l'a payé de sa vie. Et clairement, le fait de voir la mort à quelques mètres de vous, ça vous glace le sang. Et donc, plus le temps passe et plus il remarque que les caïds de la prison font la loi et l'administration de la tôle, elle a quasiment aucun impact. C'est vraiment la loi de la jungle, vraiment. Ah oui, donc les gardiens servent à rien. En fait, dans certains témoignages, c'est même pire que ça, vu que la corruption, c'est une part importante quand même de la vie, quoi. Il y a certains gardiens qui touchent des pots de vin pour faire entrer X chose ou Y machin et arranger certaines rencontres. Et là, le prof qui a pu trouver un bouquin continue de perfectionner son espagnol, histoire de pouvoir quand même parler un peu plus facilement. Et donc, si Balthazar vit dans la peur permanente d'être au milieu d'un règlement de compte, Gustave, lui, de son côté, il doit composer avec des peurs radicalement différentes. Après un seul petit mois, Gustave commence doucement, mais sûrement, à perdre la boule. Là, il passe 95% de sa journée dans 7 mètres carrés. Et ça devient de plus en plus insupportable pour lui à encaisser. Tout comme le fait de pas pouvoir communiquer avec d'autres gens, quoi. Et les murs sont tellement épais qu'il est impossible pour les détenus de parler entre eux. Là où dans d'autres prisons, comme c'est le cas dans les séries ou les films, ça peut gueuler entre les cellules et puis voilà, ça peut converser. Non, là pour Gustave, le danger, il est psychologique. Au moins, il est pas en danger par rapport aux autres détenus. Alors certes, il va pas se prendre une balle ou un coup de couteau comme le prof, mais il est en train de se faire ronger tout seul de l'intérieur. Après quelques temps, vu qu'il ne montre aucun signe d'agressivité, Gustave a le droit à une petite dizaine d'heures par semaine dans une espèce de cour où il peut voir le ciel. La promenade, pour Eddie Mills, c'est la seule occasion de la journée d'apercevoir la couleur du ciel. Parfois, je ne sors même pas. Parce qu'ici, c'est presque la même chose qu'en cellule. Ça dépend de mon humeur. Parfois, c'est quand même bon de sortir, juste pour échapper à la cellule, de changer d'environnement pendant un moment.
Mais hélas, ces bouffées d'oxygène sont trop courtes et pire que ça, il commence à faire des crises d'angoisse au moment où il retourne dans sa cellule. Il en a clairement marre de prendre tous ses repas dans la cellule, de voir que 4 murs. Et j'imagine qu'il a le droit à aucune visite. À l'heure actuelle, non. Mais pour les détenus qui sont là depuis des années, il est possible d'avoir jusqu'à 3-4 heures de visite par mois. Et là, Gustave a fait une demande pour avoir un entretien avec un psychologue car il sent que sa santé mentale, elle part en couille. On a entendu sa demande, mais il devra attendre des semaines supplémentaires pour avoir quelqu'un en visioconférence. J'imagine que son corps prend aussi par extension. Un petit peu Ulysse, car en fait là, il mange pas beaucoup, il est triste et en plus, il peut pas faire de sport pour s'entretenir un minimum. Bon après, il peut faire quelques pompes et tout, mais bon voilà, il peut pas vraiment se dépenser quoi. Et le problème, c'est qu'on lui a dit qu'il allait sans doute passer 3 ans minimum à l'isolement avant de pouvoir espérer peut-être des conditions un peu plus humaines. Donc Gustave va vraiment apprendre à prendre sur lui là. Mais si vous pensez que l'acclimatation était le plus dur pour nos 2 amis, vous allez être clairement surpris des nouvelles déconvenues. Une demi-année est passée et Balthazar continue de clamer son innocence, mais rien n'avance. Et si la prison dans laquelle il est autorise les visites tous les dimanches, sous certaines conditions, Balthazar a quand même fait comprendre à ses proches que c'était quand même trop dangereux qu'il traverse le globe pour le voir juste quelques heures. Ça se tient. Donc concrètement, personne ne va le voir. Alors Balthazar aide à préparer de la bouffe de temps à autre, ce qui lui permet de se changer les idées, de modifier son quotidien quoi. Tous les jours, il continue de voir des détenus se prendre des coups de pression, se faire agresser par les caïds de la prison. Et il se demande si on va pas lui tomber dessus un jour. Y a peu de risques, c'est un peu la poule aux œufs d'or pour eux, non? Ouais Edgar. Et même si on lui fait pas de chantage, Balthazar claque quand même des centaines d'euros par mois. Mais le souci, c'est qu'en fait, il y a 2 camps principaux pour la faire courte. Il y a les miliciens et les guerrieros. Donc le prof, il pourrait attirer les foudres du clan d'en face sans faire exprès. Et un soir, alors que Balthazar essaye de trouver le sommeil, il entend du bruit dans les cellules d'à côté et dans le couloir. Il se trouve que des détenus ont réussi à saisir les clés sur les gardes et dans la foulée, ils en prennent certains en otage et ça dégénère. En fait, pendant un moment, le prof se demande si ce n'est pas le moment idéal peut-être pour se casser d'ici. Peut-être suivre le bordel, espérer quitter la prison avant de trouver un moyen de quitter le pays pour de bon. Sauf que les coups de feu le refroidissent quand même beaucoup et il a l'impression qu'il pourrait se prendre une balle d'un moment à l'autre quoi. Si vous pensez que c'est un peu tiré par les cheveux, clairement pas en fait, parce que ça c'est une chose similaire qui est arrivée en 2020 dans cette prison-là. Parce que la ministre de la Justice de l'époque, Margarita Cabello, avait ensuite pris la parole pour souligner la gravité de la situation. Il y a eu une tentative massive d'évasion au centre pénitentiaire La Modelo. Le résultat de la tentative d'évasion a été 23 détenus tués. En plus des morts, il y a eu 83 prisonniers blessés, dont 32 hospitalisés. Plusieurs délits ont été enregistrés, dont tentative d'homicide, lésions personnelles, incendie et dégâts matériels. Il y a eu en outre des rixes entre les détenus eux-mêmes. Le personnel a en tout cas évité que le plan d'évasion soit mené à bien et aucun prisonnier n'est en fuite. 7 gardiens de la prison ont néanmoins été blessés, dont 2 sont dans des états critiques. Donc je pense clairement pour Balthazar qu'il a bien fait de rester. Surtout que comme on le dit dans le témoignage, personne n'a pu s'échapper. Ça aurait été vraiment vain. Bon, dans le cas présent, les choses vont se tasser au bout de 5 heures à peu près. Il y a une dizaine de morts, pas mal de blessés. Ça arrive souvent ce genre de truc là-bas? Grosso modo, tous les 2-3 mois, il y a un truc qui pète, avec un nombre de morts variable, parce que sinon c'est pas drôle. Et généralement, le gouvernement n'en parle pas trop. Et en tout cas, plus le temps passe et plus Balthazar a l'impression qu'il risque d'y passer, s'il ne trouve pas rapidement une solution pour partir d'ici. Et tiens, ça tombe bien, puisque plus le temps passe, plus Gustave voit son état psychologique se barrer en couille. Là, il commence à avoir des visions, des hallucinations sonores. Il lui arrive même de croire qu'il y a quelqu'un dans sa cellule. Et le plus dur pour lui, bizarrement, c'est la nuit quand il doit s'endormir. Car en fait, toutes ses angoisses se multiplient. Il a peur de fermer l'œil à cause des cauchemars. Ah le pauvre, je compatis pour le coup. C'est vrai qu'Edgar, toi aussi, tu fais des cauchemars. Et typiquement, c'est une expérience qu'a vécu un ancien détenu. Je vois un serpent dans ma cellule. Je sais qu'il y a un serpent parce que j'ai vu des traces que ferait un serpent au sol à l'endroit où il était. Je jure que je les vois. 1 heure ou 1 heure et demie après m'être endormi, j'ai senti que quelque chose me brûlait la tête. Je sais que quelque chose me mordait. Je me réveille et je me tape la tête. Je frappe ma tête dans mes mains et je sens toujours la douleur. Et en fait, Gustave a de plus en plus de blessures physiques à cause de ses accès de folie. En fait, il se tape la tête contre le mur, il se met des coups de poing dans la douche. Et pour le calmer, les gardiens, ils lui mettent des coups de matraque. Donc, arrêtez de vous taper ou on vous tape. Monsieur l'agent, je suis psy, c'est une méthode alternative d'éducation. Y a personne pour l'aider à s'évader, comme dans les films? Comme tu le dis, comme dans les films, c'est impossible, Ulysse. En pratiquement 30 ans d'existence, il n'y a aucune personne qui a pu s'évader. Les ingénieurs derrière et les architectes, ils ont bien pensé le truc. Parce qu'entre les miradors, les caméras, les 1400 portes verrouillées électriquement, les détecteurs de pression, etc., c'est la prison la plus safe des États-Unis. Et les prisonniers sont tellement désorientés qu'ils ne pourraient même pas indiquer à des complices où ils se trouvent dans la prison. On pourrait se perdre, c'est labyrinthique, quoi.
Alors d'argent, laisse béton, on n'est pas dans Prison Break, là tu pourras pas te faire tatouer le plan de la prison. Tu pourrais te perdre dedans quoi en fait. Ils vont voir un vieux schnock là en train de paumer, t'es foutu. Bref, avec le temps, Gustave a pu se procurer un peu de lecture. Il peut parfois faire des mots croisés, mais le silence le hante toujours autant. Et ça rend ses crises paranoïaques toujours plus graves et surtout plus fréquentes. Est-ce que ça peut aller encore plus loin? Est-ce qu'ils peuvent y passer? Ou trouver une solution salvatrice pour tenir le coup? On voit ça dans l'ultime partie. Bon après 1 an, là dans la Modelo, le prof il a pris ses marques, même s'il vit toujours dans la peur de finir troué par une balle quoi. Les règlements de compte continuent, tout comme les fusillades. D'ailleurs le prof s'est pris un petit coup de couteau qui ne lui était pas destiné, mais c'est bénef quoi. Tu dis ça comme ça? Ses conditions ont drastiquement changé parce que, comme il a plus de thunes à donner au caïd, après s'être fait tabasser quelques fois, il a dû se barrer de sa cellule pour rejoindre là l'un des dortoirs bondés avec des conditions clairement insalubres. Va falloir trouver une solution là, Chris. Il va finir par claquer. C'est en cours, Ariane, c'est en cours, ok? Et donc, en attendant, il continue à faire divers tâches. Il bosse en cuisine, à la blanchisserie, toujours sous la surveillance des gardiens. Mais le point positif dans sa longue détention, c'est qu'il est très bien vu par les gardiens. Car en fait, il est quand même très poli, il est super serviable, il a de l'humour, le contact facile, il leur apprend des trucs de la France, il leur apprend aussi à contrôler leurs rêves, enfin vraiment c'est super stylé, ça les fait un peu voyager tout ça. Apprendre à contrôler ses rêves, ça c'est stylé. J'avoue. Complètement d'accord. Et après 1 an et quelques mois, le prof va avoir une sorte de permission. Car en fait, les étrangers peuvent espérer avoir ce genre de privilèges. Et donc, ils peuvent quitter la prison pendant quelques heures. Et donc là, Balthazar se balade à Bogota. Mais il a l'impression d'être suivi, comme si un caïd de la prison avait mandaté des hommes à l'extérieur pour le pister. Sauf qu'il est plus malin que ça, notre prof. Je te le fais pas dire, un roi de l'entourloupe. Un peu de respect quand même, on sait pas ce qui va se passer non plus. En tout cas, le prof va vraiment tout faire pour leur fausser compagnie et vous l'aurez compris, au cours de cette fameuse permission, le prof, il joue le tout pour le tout en quittant la ville, puis le pays. Et là, il se retrouve dans la forêt amazonienne. Ça nous rappelle une vidéo, ça? Non mais personne n'y croit, monsieur Comte. C'est pas possible qu'il soit tiré comme ça. Figure-toi que c'est exactement ce qu'a vécu le français Alain Joanne, qui a partagé ça dans un livre, La Modelo, un français dans l'enfer d'une prison colombienne. Je pourrais en parler sur la chaîne Comte Fécond avec toute cette histoire qu'il a vécue. En tout cas, Balthazar, lui, il va faire jouer certaines de ses relations pour atteindre la Guyane française et quelques jours plus tard, rentrer en France. Par contre, il va devoir faire un petit tour devant la justice française. Et filons du côté de Gustave, qui de son côté aura peut-être beaucoup plus de difficultés à s'échapper. Là, ça fait 1 an que Gustave est donc entre ces 4 murs et a priori, il est là pour encore 2 ans de plus. Mais d'après vous, est-ce que ces conditions d'emprisonnement respectent le droit international? Pas du tout. Eh bien, Amnesty International, évidemment, a mis son nez là-dedans. Il ne faut pas sous-estimer les effets dévastateurs que peuvent avoir les périodes d'isolement prolongé sur la santé mentale et physique des prisonniers. Ces traitements très durs sont utilisés quotidiennement aux États-Unis, en violation du droit international. Le gouvernement des États-Unis doit veiller à ce que la détention à l'isolement ne soit utilisée que dans des circonstances exceptionnelles et en dernier recours, et jamais pendant une durée prolongée ou illimitée. En outre, les prisonniers souffrant de troubles mentaux ou risquant de développer de tels troubles ne devraient jamais être placés à l'isolement. Et justement, cet isolement sur le moyen terme est clairement en train d'achever Gustave. Là, ça ne fait qu'à peine plus d'1 an que notre cobaye est enfermé dans cette toute petite pièce et il est déjà à bout. Et d'après des enquêtes qui ont été réalisées par des avocats, les détenus passent en moyenne 8 ans en isolement dans l'ADX Florence. 8 ans. Je sais pas à quoi il ressemble à la fin. Bon, en tout cas, là, psychologiquement, vous voyez, Gustave, il tient plus, quoi. Il continue à se mettre des coups de tête dans le mur parce qu'il n'arrive pas à se calmer et il se tape tellement avec qu'il finit par tomber dans les pommes. Doris Gundersen, une psychiatre, avait mené une étude qui montre que plus des 2/3 des prisonniers étudiés seraient atteints d'une maladie mentale. La maladie est apparue à cause de l'isolement. Bref, l'anxiété de Gustave est à un niveau maximum, même si, entre nous, il n'a pas été diagnostiqué puisqu'il n'y a pas de toubib. Mais fort à parier que là, il est tombé dans un état de dépression très avancé. Vraiment un plaisir le suivi psychologique ici. En fait, beaucoup de ses sens ont été flingués. Il a des gros troubles de concentration ou même de la perception. Il tombe de plus en plus dans la paranoïa. Il entend des choses, il voit des choses et il est tellement malade que la nuit, il n'arrive pas à fermer l'œil. Ce qui est con parce qu'il n'a pas grand chose à faire d'autre. Peut-être que certains d'entre vous doivent habiter dans des petits studios, mais imaginez un confinement forcé dans 7 mètres carrés pendant 1 an, sans pouvoir rien faire justement. Surtout qu'il sait qu'il lui reste encore plusieurs années à tirer avant d'espérer peut-être pouvoir aller mieux. Je veux pas être alarmiste, Chris, mais là, ça a pas l'air de sentir bon du tout. Effectivement, là, Gustave est au bout du rouleau, il n'a plus aucun espoir, personne sur qui compter, il sait qu'il pourra pas obtenir d'aide. Et là, quelques jours plus tard, en pleine nuit, alors qu'il vient de faire une nouvelle et une terrible crise d'angoisse,
Je vous passe les détails sur la façon de procéder, mais en gros, Gustave a réussi à mettre fin à ses jours. Alors c'est quand même poussé à l'extrême ce qui lui est arrivé, mais c'est quand même basé sur des faits réels. Parce que entre 99 et 2017, il y a au moins 8 détenus qui sont décédés sans trop de doute suite à un suicide. Alors peut-être qu'il y en a eu plus, mais ça n'a pas été communiqué par la prison. T'es en train de parler de tonton comme une statistique là. Alors là, il a augmenté la stat, en tout cas, c'est sûr. Alors vous avez compris que les deux ont été plongés dans des enfers radicalement différents. En vrai, c'était beaucoup moins évident que ce que vous aviez pensé dès le départ entre les États-Unis ou la Colombie. Chaque cas est bien sûr différent, c'est pas le même enfer, c'est clair. Mais si on devait trancher, après notre expérience, Gustave a quand même peut-être davantage morflé que Balthazar. Et alors que Balthazar, le danger était plutôt physique, du côté de Gustave, c'était clairement psychique. Bref, nos deux compères auront donc clairement vécu une expérience plus que traumatisante. Et une expérience d'ailleurs très troublante pour nos deux cobayes en vrai. Et bien voilà, j'espère que ces deux visions extrêmes de prison vous aura intéressé. Je rappelle que si vous voulez jouer d'ailleurs avec Dice Dreams, vous pouvez tester le jeu, monter jusqu'au niveau 5, c'est comme ça que ça pourra soutenir la chaîne. Et sur ce, bye bye. Finalement, c'est pas si mal que ça les conditions carcérales en France. Moi, Ulysse, le plus important reste surtout de pas faire de conneries, hein.